pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Le Mali est attendu demain samedi 28 septembre à la 79e Assemblée générale des Nations unies. La voix du Mali est portée par le ministre d'État, le colonel Abdoulaye Maïga. Mais déjà, certains de ses collègues participent à des rencontres sur la santé et la diplomatie. Nous ferons le point de cette visite avec nos envoyés spéciaux. La délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances poursuit ses activités à Moscou en Russie. Le ministre de l'énergie et de l'eau a pris part à un panel sur la coopération énergétique entre la Russie et le continent africain avec comme thème « Libérer le potentiel de la coopération énergétique ». La situation hydraulique est alarmante avec la montée des niveaux d'eau. Les seuils d'alerte sont largement dépassés et certaines localités sont mises en rouge. Conséquence, des familles déplacées, des maisons effondrées et des greniers emportés. Les autorités compétentes invitent les populations à évacuer les zones riveraines. C'est le grand format de ce journal-là. Mesdames et messieurs, vous servir un plaisir, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de 20h. Je vous l'annonçais hier, la rencontre d'échange entre le gouvernement et la commission de rédaction de l'avant-projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. La commission a recueilli les conseils et autres recommandations de l'exécutif en vue d'améliorer le document qui sera bientôt remis au président de la transition. Au nom du Premier ministre, le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamoudou Kassogué a salué la commission pour la démarche et le travail accompli. Les éléments clés servant de contribution du gouvernement seront transmis à la commission dans les prochains jours. Le reportage de nos confrères de la primature, Mamari Koné et Aliou Touré. Et pour aboutir à un document consensuel que la commission de rédaction de l'avant-projet des chartes nationales pour la paix et la réconciliation nationale a entamé une série de rencontres avec les institutions de la République. Le cadre du jour avec le gouvernement est l'occasion pour le président de la commission de faire les points sur l'état d'avancement des travaux et d'évoquer l'importance des institutions de la République dans la recherche de la réconciliation nationale. Il s'agit aussi d'échanger sur les recommandations pertinentes formulées par nos compatriotes lors des rencontres afin d'enrichir la charte. Le document en question est appelé à être un guide pour le renforcement de la paix, de la sécurité, la cohésion sociale, du vivre ensemble et de l'unité nationale. Il doit contribuer fondamentalement à l'éveil de conscience, à la moralisation de la vie publique et à la reconstruction nationale dans la paix retrouvée. Au nom du Premier ministre, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a salué cette heureuse initiative et le travail de qualité abattu par la Commission. Les membres du gouvernement ont pour leur part exprimé quelques appréhensions, préoccupations et contributions en rapport avec leurs départements respectifs. Les éclairages, conseils et orientations et éléments clés du gouvernement seront bientôt transmis à la Commission. Et nous avons pu nous rendre compte, à travers les échanges que nous avons eus, que la théorie et la pratique se complètent, comme le faisait remarquer Mao et le président Mao Tse-tung. Il disait que la théorie
naît de la pratique, mais une fois conceptualisée, elle doit intervenir pour transformer le vécu quotidien de manière qualitative. Donc c'est ce qu'il faut faire. Et la charte que vous allez élaborer sera un document cadre qu'il faut appliquer dans le contexte malien pour prendre en charge les problèmes et aller à une véritable paix. Selon le président de la commission et les experts, les observations et questions pertinentes évoquées ont leur réponse dans l'avant-projet de charte. Il faut qu'on sorte de cette crise pour mettre les gens au travail, pour ramener la confiance, la paix. Ça ne va pas se décréter, ça se construit. Mais il y a une offre à faire, il y a un mouvement à faire vers l'autre. Il y a des décisions courageuses, dures, qu'il faut prendre, mais dans l'intérêt général. Dans l'intérêt général, en sachant que chaque citoyen d'abord doit respecter la loi de son pays. Pour le président de la commission, il s'agit à présent de lever les doutes. C'est pourquoi Ousmane Issoufou Maïga a demandé aux membres du gouvernement les actions envisagées pour l'apaisement du climat politique et social. Et le gouvernement a poursuivi en levant l'interdiction des activités des partis politiques et des activités politiques des associations. Le processus DDR est en cours. Nous sommes en train d'impliquer de plus en plus les autorités et légitimités traditionnelles dans la résolution des conflits et même dans la distribution de la justice. Et il faut dire aussi qu'il y a des actions visant à dépolitiser l'administration qui sont en cours au niveau du ministère de la Refondation. Vous l'avez souligné, des grâces collectives ont été accordées et beaucoup d'autres actions que nous allons mentionner dans le document qui vous sera transmis. Mise en place le 28 juin 2024, la commission de rédaction a mené beaucoup de consultations avec les forces vives à Bamako et à l'intérieur du pays, les universitaires, les anciens présidents et les personnes et ressources. La diplomatie malienne en marche sur la scène internationale. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, conduit une forte délégation à New York. La délégation participe à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le colonel Abdoulaye Maïga est attendu à la tribune ce samedi 28 septembre pour son allocution. À l'attente de la voix du Mali, les pays africains sont unanimes sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU avec des sièges permanents pour l'Afrique. Tous les regards sont tournés vers le Mali pour d'éventuelles annonces. Nos envoyés spéciaux nous campent le décor depuis New York, Sira Bachili et Aruna Diarra. Le monde converge vers le siège des Nations Unies pour se faire entendre. New York, ville des grands rendez-vous du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui attire toutes les attentions avec une fonction politique d'envergure internationale. Le Mali répond à l'appel avec une forte délégation conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Le messager du Mali s'adressera à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies ce samedi 28 septembre 2024, 5e jour d'écoute des grandes nations. C'est une occasion de faire part du système de gouvernance pour chaque pays selon les priorités du moment et d'attirer l'attention du monde sur d'éventuelles ingérences de certaines puissances internationales. Les grandes décisions sont dévoilées avec un accent particulier sur les attentes et les propositions quant aux mesures à prendre au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour rappel, c'est ici que le Mali a demandé en 2023 le retrait de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, demande actée et exécutée par l'Organisation des Nations Unies. Les grandes réformes institutionnelles pour aboutir à une refondation ont été présentées la même année. Ici, au siège des Nations Unies à New York, ce sont de grandes annonces, de grands engagements. Comme grande annonce, l'on note ce souhait des pays africains à voir le Conseil de sécurité carrément réformé avec des sièges permanents pour l'Afrique. Et comme engagement, le Conseil de sécurité des Nations Unies se dit prêt à faire face à ses responsabilités.
Il reste à écouter le Mali, l'une des voix les plus attendues ici à cette 79e session du Conseil de sécurité des Nations Unies. La voix du Mali sera portée par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Même si rien n'est dévoilé quant au contenu du discours 2024 du Mali, tout porte à croire que la sécurité sera au centre vu la situation sécuritaire. Voilà, tout à fait, Sira Bachili, et vous pourrez suivre en direct sur notre antenne et sur nos plateformes digitales l'intervention du ministre d'État à la tribune des Nations Unies, et le colonel Abdoulaye Maïga est accompagné par les ministres en charge de la santé et celui des affaires étrangères. Voyons à présent l'agenda du ministre Assa Badjalo Touré. Elle a participé à la réunion de haut niveau sur la résistance aux antimicrobiens. Le ministre Touré a souligné les mesures adoptées par le gouvernement du Mali dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Il s'agit par exemple de l'élaboration du plan d'action national 2024-2028, la synthèse de la rencontre avec notre correspondante Aïssata Ibrahim Maïga. En attendant la déclaration du Mali à la tribune de l'ONU prévue pour ce samedi 28 septembre, la délégation du Mali, conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, met à profit son séjour pour renforcer sa coopération multilatérale. Le ministre de la Santé à New York a un séjour densifié avec des rendez-vous au contenu captivant répondant aux besoins des populations maliennes. Celui de ce jeudi a été marqué par une réunion de haut niveau sur la résistance aux agents antimicrobiens. À ce jour, la situation en matière de résistance antimicrobienne se présente comme suit. 14 617 patients inclus dans la surveillance, 89% des souches de Staphylococcus aureus résistantes à la pénicilline G, plus de 75% des souches d'Escherichia coli résistantes à l'amoxicilline, au cotrimoxazole, à la ciprofloxacine et à la ceftriaxone. L'enquête de consommation réalisée montre que la famille des bêta-lactamines représentait 51% et les antibiotiques de la classe Access 53,9%. Des modules d'apprentissage sur l'usage rationnel des antibiotiques sont mis en ligne. Dans la même veine, l'Université des sciences techniques et technologies de Bamako a lancé un master en sciences de la résistance aux antimicrobiens. Le Mali a également institué la Semaine mondiale de lutte contre la rame. Ils étaient plusieurs pays à animer ce panel, chacun avec son vécu et ses acquis autour d'un espace de dialogue, d'échange interactif, très édifiant sur les différentes approches présentées. À la tribune, la ministre de la Santé et de l'Action sociale a présenté les efforts faits par notre pays dans l'accès aux soins. Elle a ainsi égrené le long chapelet de mesures robustes engagées par les autorités de la transition. Malgré les progrès réalisés, des défis restent à relever, notamment l'accès universel à un diagnostic de qualité et à un traitement approprié des infections, la disponibilité de l'information stratégique, le renforcement de la gouvernance et le manque de financement. Le gouvernement du Mali adhère pleinement aux engagements internationaux en faveur de la lutte contre la rame et reste convaincu qu'elle passe par le renforcement de la gouvernance, la sensibilisation et la mobilisation des ressources. À cet égard, j'appelle la communauté internationale à des actions plus concrètes, notamment à l'égard des pays en développement, partagés entre plusieurs défis. La ministre de la Santé et de l'Action sociale a également eu des échanges avec les responsables du Haut Commissariat aux réfugiés et le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, lui, s'est entretenu avec son homologue russe, Sergei Lavrov. Les deux personnalités ont signé une déclaration conjointe relative à la non-autorisation des armes dans l'espace. Abdoulaye Diop et Sergei Lavrov ont fait également le point de la coopération entre le Mali et la Russie. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale nous donne plus de précisions au micro de Aïssata Ibrahim Maïga. Il s'agit d'un document essentiellement qui est un mémorandum d'entente entre la Russie et le Mali qui partage l'objectif commun d'aller vers un désarmement global, notamment la non-utilisation des armes dans l'espace. Donc nous avons apporté notre appui à la Russie, mais
Nous avons aussi exprimé notre volonté que toute la communauté internationale puisse travailler vers la réalisation de cet objectif qui est largement aussi partagé par la communauté internationale, qui reflète notre engagement pour la paix. Mais cette signature aussi s'inscrit dans le cadre d'une rencontre régulière que nous avons avec notre homologue russe en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, pour d'abord nous féliciter de l'état d'avancement de la coopération et des relations bilatérales entre la Russie et le Mali, d'une part, mais aussi de réitérer notre engagement commun à travailler dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme, mais aussi en renforçant non seulement les relations entre le Mali et la Russie, mais aussi entre la Confédération des États du Sahel et la Russie, tant au plan régional qu'au plan international. Nous avons aussi échangé sur la nécessité d'activer le mécanisme de coopération économique et commerciale qui existe entre nos deux pays pour pouvoir accélérer la concrétisation des différents projets de développement qui existent dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie et dans beaucoup d'autres domaines économiques et commerciaux. Et en marge des travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a participé à la réunion ministérielle du groupe des Amis pour la défense de la Charte des Nations unies. Dans son intervention, le ministre Diop a dénoncé l'instrumentalisation des valeurs et principes de la Charte par certains États à des fins politiques et de déstabilisation. Il a particulièrement dénoncé le soutien de l'Ukraine aux groupes terroristes opérant au Sahel avant de rappeler les progrès réalisés dans de nombreux domaines par la Confédération des États du Sahel. Le partenariat entre la Russie et le Mali se consolide donc. La preuve, depuis 72 heures, une forte délégation gouvernementale est à Moscou. La mission est conduite par Alouseni Sanou. Les membres du gouvernement ont passé une journée à la semaine russe de l'énergie avec 2 activités majeures. Le ministre de l'énergie et de l'eau a d'abord pris part à un panel sur la coopération énergétique entre la Russie et le continent africain, qui est libérer le potentiel de la coopération énergétique. Tel était le thème retenu. La partie malienne a ensuite eu des échanges avec Rosatom Énergie Renouvelable sur la centrale photovoltaïque de Sanankoroba. Nos envoyés spéciaux sont Yaya Kounate et Tchedje Moussa Kamara. Vaincre la précarité énergétique en Afrique, une ambition au cœur des relations entre la Russie et le continent africain depuis le dernier sommet Russie-Afrique. D'un côté, une Afrique dont les besoins sont énormes, le potentiel aussi, et de l'autre, la Russie qui dispose de la technologie et du savoir-faire. Le continent est à la recherche de solutions et Moscou est prêt à y contribuer. Les projets en cours à la faveur du regain d'intérêt de la coopération entre les deux parties sont nombreux. Parmi eux, une centrale nucléaire en Égypte ou encore un projet emblématique au Mali, la centrale solaire photovoltaïque de Sanankoroba. Pour le ministre de l'Énergie et de l'Eau, invité à faire le point des avancées depuis le dernier sommet Russie-Afrique, des progrès notables ont été réalisés. Nous avons beaucoup travaillé avec Rosatom sur certains projets d'énergie renouvelable. Il y a déjà 2 projets de centrales solaires d'un total de 400 mégas qui doit se faire aux alentours de la capitale, et l'autre un peu plus loin. Mais également, il y a aussi le développement de l'énergie nucléaire. Cette énergie nucléaire sollicite d'abord beaucoup de formations avant la mise en place. Donc ces formations aussi ont commencé. Il y a des leaders d'opinion qui doivent venir pour s'informer un peu de ce que c'est que l'énergie nucléaire. Donc avec ces différentes énergies renouvelables, nous avons beaucoup avancé. Seulement le seul problème qu'on peut peut-être dire, c'est que chez nous, quand même, l'attente est trop grande. La centrale solaire photovoltaïque de Sanankoroba, il en a été question concrètement au cours d'une séance de travail au siège de Rosatom Énergie Renouvelable, la société Novawind. Tous les détails relatifs à la construction de la dite centrale ont été passés au peigne fin au cours de la rencontre. Nous venons de finir une séance de travail avec Rosatom Énergie Renouvelable sur le contrat de Sanankoroba qu'on voudrait finaliser une bonne fois pour toutes. Et donc, le projet va nous être envoyé dans 2 semaines. Donc, maximum 3-4 semaines,
on pourrait signer le projet. Les deux parties ont également convenu d'une synergie d'action en vue de faire aboutir le projet dans le meilleur délai, conformément à la volonté du président de la transition. Les parties ont également planché sur les résultats de la deuxième phase du plan de développement du secteur énergétique au Mali, un plan qui couvre la période allant de 2030 à 2040. De retour au Mali, le ministre de l'Élevage et de la Pêche poursuit sa tournée de sensibilisation des acteurs de la filière bétail-viande suite à la décision du gouvernement de fermer les parcs à bétail actuels. Youbaba était ce matin sur 3 sites dans le district de Bamako. Il a échangé avec les vrais acteurs sur le bien fondé de cette mesure, une mesure qui ne vise aucune ethnie mais plutôt la sécurité de la population. Le ministre Ba a invité les uns et les autres à éviter l'amalgame. La tournée a été suivie par Daouda Kone. Le ministre en charge de l'élevage et de la pêche dans les parcs à bétail du district de Bamako, Youbaba, a eu à échanger avec les occupants des lieux à Lafiabougou Koda, Sanfil et Djelibougou sur la disponibilité des sites de recasement. Dans cet exercice franc et direct, les acteurs des parcs visités respectifs ont aussi émis des doléances. L'interprofession, c'est l'interface entre l'État et les OP. Les promesses que le gouvernement a prises dans le cadre des aménagements de ces différents marchés, nous serons à leur côté, nuit et jour, pour rappeler le gouvernement à honorer ses engagements. Ça, on les assure sur ça. Cette mission de sensibilisation en direction des occupants des parcs à bétail de Bamako s'inscrit dans le cadre de l'application de la décision de fermeture de 7 marchés à bétail de Bamako. Nous pensons que aussi bien les fêtières, l'interprofession que les responsables de ces marchés sont derrière les autorités de la transition, sont derrière le gouvernement, mais ils souhaitent être l'accompagnement par rapport aux infrastructures et à l'espace. Et donc vraiment nous ressortons très satisfaits de cette visite. Nous allons rendre compte et nous pensons que les dispositions idoines seront prises pour la mise en œuvre de cette décision. Bien avant cette mission de terrain de ce vendredi, le ministre de l'Élevage et de la Pêche s'était rendu sur les sites de recasement à Kati, Sanankoroba et Zantigila. Nous restons avec Daouda Kone qui nous parle de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la rage. L'événement sera célébré ce samedi 28 septembre à Baguineda sous le thème « Lever les obstacles à l'élimination de la rage ». Je vous invite à suivre un extrait du message du ministre Youbaba. La rage est une maladie virale qui touche le système nerveux des mammifères dont l'homme. Le virus est présent notamment dans la salive et le cerveau des animaux infectés et la maladie se transmet par la salive d'un animal malade, par léchage, le plus souvent d'un chien et aussi par griffure. Le ministre en charge de l'élevage a rappelé que la lutte contre la rage est soutenue par les dispositions législatives et réglementaires, par l'organisation des campagnes annuelles de vaccination des chiens et aussi par la prise en charge des personnes mordues et exposées. Le coût mondial de la rage, selon l'Organisation mondiale de la santé, est estimé à 8,6 milliards de dollars américains par an. En tenant compte du nombre de décès, de la perte des moyens de subsistance, des coûts et des soins médicaux et des dépenses associées auxquelles s'ajoutent des traumatismes psychologiques dont il est impossible d'estimer le coût. Cette situation est inacceptable et nous ne pouvons pas nous en accommoder dans la mesure où les outils nécessaires pour éliminer la rage transmise par les chiens existent. Ces outils simples et pratiques sont la vaccination des chiens, la prise en charge rapide des personnes mordues. Le thème de cette année est « Lever les obstacles à l'élimination de la rage ». Sortir des sentiers battus et à faire tomber les barrières qui se dressent sur le chemin de l'élimination de la rage. Celles-ci se traduisent notamment par des lacunes dans la coopération internationale, un manque d'accès aux ressources essentielles, y compris les vaccins de qualité et une connaissance limitée de la maladie par le grand public. Le lancement officiel de la campagne au Mali est prévu pour le 28 septembre 2024 à Baguineda, un rendez-vous
exclusif pour les populations. Comme mentionné dans les titres, les eaux ont atteint un niveau exceptionnel. Les seuils d'alerte sont même dépassés selon les spécialistes, ce qui provoque des débordements par endroits. Les conséquences sont nombreuses. Des sinistrés, des maisons effondrées et même des greniers n'ont pas été épargnés. Notre équipe de reportage dirigée par Bemba Sibi a fait le tour dans certaines localités mises en rouge par le Centre de coordination et de gestion des crises, un grand format réalisé en complicité avec ORTM Mopti, Boubacar Sankaré et Souleymane Tebsouké. Jamais de mémoire de riverain du fleuve Niger, la crue n'a atteint un tel niveau. Cette situation est due au lâcher d'eau de certains pays voisins du Haut-Bassin. Les seuils d'alerte ont été atteints et dépassés dans certaines localités, comme à Bamako, où le seuil d'alerte de 380 cm est dépassé de 45 cm à la date du 27 septembre, ce qui provoque déjà des débordements des eaux. Un triste constat fait par les pêcheurs installés sur les berges du fleuve à Bozola. Les habitations sont sous les eaux. Pour accéder à sa maison, on marche pied dans l'eau ou on prend la pirogue. Tidjane Sougouré, pêcheur, ne sait plus à quel sein se vouer. On n'a jamais vu une telle crue. J'ai tout perdu et je ne sais pas quoi faire. Je demande l'aide de toute personne de bonne volonté. Sougouré n'a plus de logement. Il ne peut plus pêcher également. Le niveau de l'eau rend difficile l'activité. Pour Vieux Sidibé, l'activité est même impossible. Le fabricant de briques tente tant bien que mal de récupérer les briques encore en bon état. Le visage dégoulinant de sueur, il se confie. J'ai perdu plus de 2000 briques qui étaient sur la berge. On ne peut pas évaluer les dégâts. Ce que j'arrive à récupérer, je vais essayer de les écouler pour subvenir à mes besoins en attendant une aide. Les premiers sinistrés de la zone ont trouvé refuge dans les locaux de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Un abri temporaire mais suffisant pour constater l'insouciance de l'enfance s'exprimer à travers le jeu. Dans la cité du Niger, un quartier résidentiel, plusieurs rues sont sous les eaux. L'alerte de dépassement du seuil d'alerte concerne plusieurs localités du pays, à l'image de la région de Mopti, où la montée des eaux touche déjà plusieurs villages à Djenné ou encore à Sofara. La menace demeure pour les autres riverains qui commencent à s'organiser comme ici à Djenné-Kadara, un îlot au large de la Venise malienne. Les habitants tentent de stopper la montée des eaux avec des sacs de sable le long des berges. Plusieurs familles sont déjà sous les eaux. Les digues arrivent à protéger certaines concessions, mais pour combien de temps? On annonce que le fleuve doit monter encore. Je demande de l'aide aux personnes de bonne volonté. La situation hydrologique, elle est vraiment préoccupante à l'échelle nationale, comme indiquent les différents communiqués, n'est-ce pas, des gestions des crises qui ont été véhiculés. C'est la base des données fournies par la Direction nationale hydraulique. Mais particulièrement à Mopti aussi, ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes dans la même situation. Nous suivons ici quelques cours d'eau. Il faut noter que les différentes codes d'alerte installées au niveau de ces différents cours d'eau, ces cotes ont été déjà dépassées il y a quelques jours. Le seuil d'alerte est dépassé dans certaines localités, provoquant déjà des débordements des eaux du cours normal par endroits. Une situation qui va s'aggraver selon la direction de l'hydraulique dans un communiqué. Les riverains du fleuve sont invités à la prudence et suivre les prévisions. Et prudence est mère de sûreté. Les prévisions météorologiques au service de la prévention routière, c'est le thème de la journée porte ouverte initiée par Mali Météo à l'endroit de l'Agence nationale de la sécurité routière à Nazer. Il s'agit pour les responsables de Mali Météo de sensibiliser les usagers de la route à prendre en compte les prévisions météorologiques. Le reportage de Habiba Toudit Koyan-Diakité et Julie Traoré. Mali Météo et Anazer, deux structures relevant du ministère des Transports et des Infrastructures, renforcent leur partenariat en matière de sécurité routière. Les objectifs sont clairs. C'est contribuer à l'application des instructions présidentielles et relatives également à la sensibilisation des populations
et par rapport au risque de catastrophes déjà édictées. Le deuxième objectif consiste également à sensibiliser davantage les usagers de la route, à prendre vraiment au sérieux et toutes les prévisions météorologiques qui sortiraient également de l'Agence nationale de la météorologie, et pour que tous ces usagers, une fois dans la circulation, puissent être très prudents. Nous savons qu'en temps de pluie, quand une route est mouillée, il y a un certain facteur de risque auquel, en tout cas, le conducteur doit prêter attention. Nous avons la distance de sécurité, nous avons les questions de lisibilité. Et nous avons d'autres facteurs. Dans la sensibilisation sur les risques liés surtout à la conduite en période de pluie, l'Agence météorologique nationale s'engage pour que dorénavant, aucun usager de la route ne soit surpris par le temps qu'il fera pendant ses déplacements. J'entends souvent un illogisme. La route tue. Une route ne tue pas. Nous nous tuons sur la route par inadvertance, méconnaissance, suffisance ou irrévérence. Admettons-le. Les événements en cours nous forcent au changement, surtout en période hivernale. Mali Météo a décidé de fournir à vos usagers un tout nouveau produit devant leur permettre de connaître à l'avance le temps qu'il fera sur leur itinéraire partout sur le territoire national. L'application sera mise à votre disposition, Inch'Allah, d'ici l'hivernage prochain, ou mieux, avant les prochaines canicules. Les experts des services techniques météorologiques ont fait des exposés sur la sécurité routière et le changement climatique ou encore la vigilance météorologique routière. Aussi, la salle des prévisions et le studio de présentation des bulletins météo n'ont plus de secret pour l'ANASER et les membres du Conseil national de sécurité routière. Fin des travaux de la première session ordinaire des évêques du Mali. De cette session, on retient que le pèlerinage catholique se tiendra à Kita du 30 novembre au 1er décembre 2024. Autre bonne annonce par les évêques, c'est l'intronisation du nouvel archevêque de Bamako, Monseigneur Robert Cissé, le dimanche 6 octobre à Bamako. Au cours de leurs travaux, les évêques ont salué la création de l'AIS et ont condamné l'attaque terroriste du 17 septembre contre l'école de la gendarmerie de Faladje. Ils ont également fait des bénédictions pour les victimes des inondations. Le reportage de Batraouri. Le fonctionnement de l'Église, les difficultés de l'enseignement catholique, le mouvement d'action catholique et la préparation de la visite au Vatican prévue du 9 au 16 novembre prochain ont été les principaux sujets débattus au cours des travaux de 4 jours. Toutefois, les évêques du Mali ont mis l'accent sur les grands rendez-vous de l'année avec comme point d'orgue l'intronisation du nouvel archevêque de Bamako. Les évêques du Mali ont discuté de l'organisation du pèlerinage national à Kita, qui se tiendra du 30 novembre au 1er décembre 2024. Avec l'archidiocèse de Bamako, nous rendons grâce à Dieu et au Saint-Père, le pape François, pour la nomination de Monseigneur Robert Cissé comme archevêque métropolitain de Bamako. Nous invitons tous les fidèles à participer à son intronisation qui aura lieu le dimanche 6 octobre au Palais des Sports de Bamako. Pendant la conclave, les évêques se sont penchés sur la situation actuelle du pays tout en saluant la création de la Confédération des États de l'AIS. Les évêques ont examiné la situation actuelle de la nation en considérant ses joies et ses épreuves. Parmi les motifs de joie, nous célébrons le premier anniversaire de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui suscite de grandes espérances. Nous saluons l'existence de cette alliance et prions pour qu'elle prospère pour le bien de tous les fils et filles du Sahel. Nous constatons également des progrès dans la recherche de la paix grâce aux efforts continus des autorités maliennes et de tous ceux qui œuvrent pour la paix. Les inondations suite aux pluies diluviennes
et les attaques contre les civils innocents et les militaires ont également été des sujets de réflexion pour les évêques. Pour conclure, ils ont prié et formulé des bénédictions pour permettre aux fils et filles du Mali de surmonter les difficultés et pour le retour de la paix. Journée de concertation entre les acteurs du coton sur la transformation de l'or blanc. C'est une initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce. La rencontre vise à identifier les défis et les opportunités qu'offre le coton dans la balance commerciale. La cérémonie qui s'est déroulée hier ici à Bamako était présidée par le ministre en charge de la culture, de l'artisanat et du tourisme, assurant l'intérim de son collègue de l'Industrie et du Commerce, Al-Mouzer Al-Kamisa Yatara, pour le reportage. La production du coton est exportée à 98% à l'état de fibres. Cela constitue un problème, voire un manque à gagner pour l'État. Toutefois, des mesures urgentes s'imposent. Il s'agit de mettre en place des stratégies pour que le Mali puisse vraiment transformer ce coton et créer de la valeur ajoutée, créer des emplois pour les jeunes, les femmes et surtout réduire la pauvreté dans le pays. Au cœur des travaux des consultations nationales sur le développement durable de la chaîne de valeur, coton, du textile et de l'habillement, au Bénin, au Burkina Faso, au Tchad, en Côte d'Ivoire et au Mali, des discussions seront engagées avec l'ensemble des acteurs de la filière coton pour mobiliser des ressources nécessaires. Cette initiative du partenariat du coton est aussi pour aider les pays africains producteurs de coton à atteindre les objectifs de développement durable grâce au commerce et à la création de valeur ajoutée tout au long de la chaîne de valeur du coton. L'enjeu majeur de ces consultations est de parvenir à une feuille de route partagée entre l'État, les différents acteurs intervenant dans la filière coton-textile et les partenaires techniques et financiers pour l'insertion du Mali dans les chaînes de valeur sous-régionales et mondiales du coton textile et de l'habillement. Parmi les recommandations attendues à l'issue de ces travaux, une feuille de route qui permettra au Mali de faire émerger une chaîne de valeur intégrée coton, textile et habillement. Et enfin, plaider auprès du gouvernement pour la mise en œuvre de ces recommandations. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a successivement reçu en audience les lauréats maliens du concours international de cybersécurité organisé par la Turquie et le collectif des comités syndicaux chargés de l'organisation de la Coupe du numérique dont le lancement est prévu pour le 24 octobre 2024. Le compte-rendu de ces audiences avec Youssouf Diakité et Alou Bekoni. La première délégation reçue par le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration est celle des jeunes Maliens ayant participé au concours international de cybersécurité en Turquie, concours dont la 3e place est revenue au Mali. On avait par exemple des exercices sur des applications mobiles qu'on devait essayer de voir quelle information était cachée dedans. Donc on devait rétro-ingénier ces applications qui ont été conçues par d'autres développeurs pour savoir quelles sont les informations cachées dedans. Est-ce qu'ils font de l'espionnage ou pas? Le ministre de la Communication a surtout encouragé et félicité les jeunes pour le résultat obtenu qui honore le Mali à l'international. Je tiens à vous adresser au nom de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, et au nom de l'ensemble du gouvernement, les félicitations et du président et du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien pour avoir remporté une 3e place dans un concours mondial organisé en dehors du Mali. Je voudrais aussi vous encourager à continuer parce que le domaine de la cybersécurité est un domaine d'actualité et du futur. Et je me plaise à constater que vous êtes tous des jeunes, donc, et de voir aussi que le Mali est prêt à se défendre parce que, comme on le dit aujourd'hui, les guerres qui se font sur le plan physique se feront également aussi au niveau numérique. Ensuite, le ministre Alhamdou Ag Ilien a reçu le collectif des comités syndicaux pour l'organisation de la Coupe du numérique. Ça fait 4 années que nous organisons la Coupe du numérique.
C'est une compétition qui regroupe les structures qui évoluent dans le domaine du numérique, qui est organisée par les syndicaux, c'est-à-dire les comités syndicaux et les représentants du personnel. Et chaque année, on organise cette compétition entre les différentes structures. Mais malheureusement, on n'avait pas encore pris l'initiative de venir voir le ministre pour lui expliquer le projet et qu'il s'associe à ce projet. Parce que, comme vous le savez bien, c'est le ministre qui évolue dans le domaine du numérique, ministre de l'économie et numérique. Et ensuite, lui parler des projets de cette 4e édition qui va commencer, Inch'Allah, le 24 octobre. C'est un domaine aussi passionnant et aussi important, qui est stressant aussi. Parce que ce sont des gens qui travaillent beaucoup avec la matière grise, ça demande beaucoup de concentration, ce qui fait que ça joue sur les relations professionnelles. Donc je constate qu'ils ont déjà anticipé en organisant une coupe qui va leur permettre de renforcer physiquement d'abord leur corps, et puis moralement aussi, parce que le sport favorise cela, et puis aussi d'améliorer les relations sociales. Le ministre a enfin rassuré les deux équipes reçues que l'accompagnement du gouvernement ne fera pas défaut, puisque, dit-il, les deux initiatives vont dans le sens du développement du pays. La 7e session du comité d'orientation et de suivi de l'Observatoire national des villes s'est tenue hier à Dar Salam. Les administrateurs ont échangé sur le document de politique de la ville assorti de son plan d'action. Le document en question fait ressortir les disparités entre quartiers en termes d'accès aux services sociaux de base. Le reportage de Mamadou Fani. L'Observatoire national des villes, structure de mise en œuvre de la politique nationale des villes, est confronté à de nombreux défis. Malgré ces défis, il a pu réaliser quelques projets au titre de l'année 2024 et les perspectives s'annoncent bonnes pour les années à venir. Nous avons initié un projet innovant donc, pour rendre Bamako une ville intelligente. Alors, c'est de gérer la ville donc, à partir d'un centre de données et des caméras de surveillance, donc pour maîtriser la sécurité urbaine. Alors, dans toutes ces formes, qu'on va commencer à Bamako. Comme perspective, vraiment, l'Observatoire compte vraiment maîtriser ce qu'on appelle nos villes en termes de sécurité urbaine à partir de ces infrastructures numériques et des caméras de surveillance. Deux tâches sont confiées aux membres du comité d'orientation et de suivi de l'Observatoire. Il s'agit de la validation du rapport annuel sur les données urbaines de 2023 et l'étude sur les disparités entre les quartiers en termes d'accès aux services sociaux de base dans la ville de Sikasso. La PONAV a promission de faire de la ville malienne un espace agréable, sûr et prospère, moteur de son développement et celui de son environnement géographique. Un espace où le citadin est au cœur des initiatives publiques, prêt à assumer toutes ses responsabilités. Un espace d'expression socio-culturelle diverses, source d'harmonie et renforçant une démocratie locale indispensable au progrès. À l'issue de ce comité, ces deux documents hautement scientifiques seront validés et serviront de boussole à ses utilisateurs. Écho de nos régions à présent, direction Ségou, où l'ONG Educo et ses partenaires ont procédé ce mercredi au lancement de leur donation de kits scolaires aux élèves de San, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Pour cette rentrée scolaire 2024-2025, la donation touche plus de 120 000 enfants pour un coût global de 158 millions de francs CFA. Honoré Tchenou et Bassi Traoré, reportage. Le projet qui vient d'être lancé par l'ONG Educo s'intitule « Continuité éducative de protection des enfants affectés par les crises humanitaires » se pitch dans les régions de Ségou et San. Il touche environ 15 000 enfants. Le projet fait suite à celui cofinancé par Educo entre 2021 et 2024 pour répondre aux besoins éducatifs des enfants affectés par la crise dans les dites régions. Pour cette continuité du projet, l'ONG Educo et ses partenaires mobilisent près d'1 milliard de francs CFA. À travers ce projet, nous nous engageons également pour la protection des droits de ces enfants pour qui l'école peut être un refuge face aux nombreuses formes de violence et d'insécurité. L'éducation que nous souhaitons promouvoir est avant tout inclusive, adaptée aux réalités locales et construite avec les communautés pour qu'elle soit un moteur de résilience face aux crises. Le présent cadre est donc pour nous une véritable opportunité pour
pour offrir des recommandations, suggestions, satisfactions et avis sur les activités du projet. Nous vous remercions pour votre mobilisation qui témoigne sincèrement votre engagement pour notre cause. Il s'agit pour l'ONG EDUCO, au cours de ce lancement, de partager avec l'ensemble des parties prenantes le contenu du projet, présenter le plan de sa mise en œuvre, puis recueillir les orientations nécessaires à sa bonne exécution. Je suis d'ores et déjà convaincu que le présent projet va connaître une réussite, en ce sens que je ne doute point de vos engagements respectifs pour que les droits des enfants soient une réalité dans notre pays. Les projets visent une éducation inclusive de qualité et équitable, formelle ou non formelle, aux garçons et filles pour une durée de 24 mois. Fin à Mopti de la foire aux intrants maraîchers. À l'heure du bilan, on note selon les initiateurs 34 contrats formalisés pour un montant de 32 millions de francs CFA, une demande de crédit de 128 millions de francs CFA et plus de 4 millions de ventes directes. Le reportage de Boubacar Sankari. Au terme de 3 jours d'activité visant à mettre en relation d'affaires les fournisseurs d'intrants maraîchers et les demandeurs, couplés à une foire de commercialisation des produits agro-pastoraux, les résultats suivants ont été obtenus. Une demande de crédit d'un montant de 128 450 000 francs CFA. En vente directe, il y a eu 4 280 650 francs CFA. 34 contrats. Et ces 34 contrats portent sur une valeur de 32 35 250 francs CFA. Au-delà des transactions financières opérées en termes de chiffre d'affaires, des liens d'affaires se sont tissés entre les acteurs. Nous avons tissé des liens d'affaires avec des producteurs, surtout les céréaliers qui sont venus de Koro et de Banyangara. Et nous comptons faire des achats avec eux dans les mois à venir. J'ai gagné beaucoup d'expérience, je suis très contente de cette activité. Mon chiffre d'affaires durant ces 3 jours, ça vaut quelques millions. Ces résultats ont été obtenus grâce à l'engagement des équipes de Séné et Sougou-Iriwa à accompagner les acteurs, mais pas seulement. L'engagement des productrices et producteurs maraîchers à développer leur activité, la disponibilité et le dévouement des membres de la plateforme multi-acteurs à œuvrer pour l'épanouissement du secteur agricole et commercial dans la région de Mopti. L'atelier B2B horticole de mise en relation des acteurs de la culture maraîchère couplé à la mini-foire aux intrants maraîchers a été organisé par la plateforme multi-acteurs dans le cadre du programme Fit the Future Sougou-Iriwa, zone du Delta. Un programme financé par l'USAID et exécuté par le consortium CARE, Emploi Sahel et Amassa Afrique Verte. Un mot de santé avec la célébration de la Journée mondiale de la contraception, couplée à la remise des kits de dignité aux femmes fistuleuses par l'UNFPA. Le centre Oasis du Point G, où les femmes fistuleuses sont logées et prises en charge, a été choisi pour le lancement des travaux de cette journée. Le Point avec Koumba Sissi. L'espacement des naissances à travers l'utilisation des produits contraceptifs permet de créer une certaine stabilité dans la famille. C'est pourquoi le 26 septembre de chaque année est dédié à la Journée mondiale de la contraception. Les acteurs de la santé et leurs partenaires pensent aux femmes fistuleuses du centre Oasis. Une occasion saisie par l'UNFPA pour remettre des kits de dignité à ces femmes victimes de la fistule obstétricale au Point G. Nous sommes très émus pour la réception de ces kits de dignité. Que Dieu vous paye et bénisse. Nos maris nous ont abandonnés. Nous ne sommes pas ici par plaisir, mais pour nous mettre à l'abri des critiques de la société. Il y a des grossesses qui sont non désirées et les femmes tombent en état de grossesse parce qu'elles ne savent pas qu'il y a des moyens de contraception ou elles ne savent pas où accéder à ces moyens de contraception ou elles pensent que ces produits sont chers. Dans ce cadre, l'UNFPA fournit de façon annuelle une dotation de produits contraceptifs d'une valeur d'environ 3 millions de dollars, ce qui fait environ 1,7 milliard francs CFA. Cette année, l'accent est mis sur le choix pour tous, la liberté de planifier, le devoir de choisir. Ce choix est valable pour les produits contraceptifs dont l'utilisation constitue un moyen de prévenir la fistule obstétricale. Cette fistule intervient quand nous avons les 4 grossesses les plus dangereuses. Les grossesses précoces,
les grossesses rapprochées, les grossesses multiples et les grossesses tardives. L'atteinte des objectifs pour le développement durable passe forcément par le renforcement de la promotion des services de planification familiale, l'offre des services de planification familiale gratuite et l'accessibilité de la population à l'information sur les droits sexuels et reproductifs. Une caravane est lancée pour sensibiliser la population sur les méthodes de contraception et leurs avantages pour les femmes. Cette caravane sillonnera les régions de Sikasso, Ségou et Mopti. À présent, nous sommes dans la page spéciale AES et direction le Burkina Faso qui accueille l'Afrique à la faveur de la 6e édition de la Semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest, SAMAO. Un rendez-vous des experts, des investisseurs pour des échanges, des réflexions à travers diverses activités. L'objectif est de placer le secteur minier au cœur du développement économique des pays africains. La SAMAO 2024 a pour thème minéraux critiques. Quelle stratégie pour un développement pour les pays africains? Le reportage de Sielassina Ouattara et Moussaki. Des coups de ciseaux et les activités minières s'ouvrent dans la capitale burkinabé. Pour la 6e fois, les professionnels du secteur renouvellent leur confiance au Burkina Faso. La Semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest, SAMAO, se veut une référence mondiale, un outil de soutien au développement des pays africains. Et le pays organisateur en est un exemple. Le dynamisme du secteur est porté par l'or, qui demeure le premier produit d'exportation du Burkina. En 2023, la production totale d'or s'élevait à 56,857 tonnes pour une contribution en termes de recettes directes au budget de l'État d'environ 529 milliards de nos francs, soit environ 13% du produit intérieur brut, 19,2% aux recettes publiques et 79,2% des recettes totales d'exportation sur la période 2022-2023. La SAMAO 2024 met un point d'honneur sur des expositions, des rencontres d'échange, de partage et de réflexion sur la diversification des exploitations minières en Afrique. Aux côtés des gouvernements, le secteur privé se doit de jouer sa partition pour faire du secteur des mines, des pétroles et des carrières un véritable moteur du progrès économique des pays du continent. Tous les efforts conjugués doivent donc tendre à nous ranger dans la catégorie des pays riches en ressources minérales riches. Et nous voulons vous assurer que le privé burkinabé est entièrement disposé à jouer sa partition à vos côtés pour une exploitation de nos ressources minérales au profit d'un développement économique et social harmonieux de notre chère nation. Le Burkina Faso est résolument engagé pour des réformes dans le domaine, dont la relecture du code minier. La 6e édition de la SAMAO, c'est environ 2000 participants, parmi lesquels des experts, des investisseurs venus du Niger, du Tchad, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire et bien entendu du Burkina Faso pour faire de bonnes affaires. La jeunesse du Mali, du Burkina et du Niger s'engage, à jouer pleinement sa partition au sein de la Confédération AES. Ils étaient plus de 250 jeunes à prendre part à la première université d'été de l'AES, un cadre d'échange et de réflexion autour des problématiques et des enjeux de souveraineté. La rencontre de 72 heures s'est ouverte hier à Zignaré en présence de Issoufou Kaboré et Beniwende Frédéric Nikiema. Dans une synergie d'action pour la quête de la souveraineté totale des pays membres de la Confédération des États du Sahel, la première université d'été de l'AES jette ici à Zignaré les bases d'un engagement profond de la jeunesse pour la construction des nations.
La rencontre réunit les ministres en charge de la jeunesse du Burkina, du Mali et du Niger. Ce cadre doit permettre de sensibiliser et de donner un autre regard aux participants, mais aussi à nos populations. Ce qui va permettre de mieux s'organiser et de proposer des actions concrètes pour la continuité de la lutte jusqu'à une souveraineté réelle des États. L'université d'été de l'AES veut ainsi promouvoir les idéaux de souveraineté au sein de la jeunesse africaine, avec pour clé de voûte les valeurs du travail, du civisme, du développement endogène et du patriotisme de volontariat. Chers jeunes, vous êtes la force vive de nos nations. Vous êtes les architectes de l'avenir, les porteurs de solutions innovantes, les gardiens de nos valeurs et de notre patrimoine. Nous avons aujourd'hui besoin, dans le cadre de notre mission, des jeunes, pas seulement bavards, pas seulement dynamiques physiquement. Nous voulons des jeunes qui vont nous accompagner à accomplir notre mission avec des actions concrètes. Et nous attendons, lorsqu'il y a des rencontres de ce genre, à ce que vous puissiez produire des documents qui vous engagent vous-même à poser des actes pour accompagner les différentes missions que nous avons aujourd'hui. À ces nombreuses attentes, les jeunes de l'espace AES tiennent ici un engagement solennel à travailler de pair afin de garantir l'émergence des trois pays désormais unis par un seul et même destin. L'engagement ici pour nous, c'est de contribuer au développement par des actions et également se départir de certaines actions qui ne participent pas au développement. Cette première université d'été de l'AES se tient sur 72 heures avec au programme plusieurs panels et des travaux de groupe sur des thématiques orientées vers le rôle et la place de la jeunesse dans la création des nations fortes et prospères. L'initiative est portée par le Cercle d'action pour le développement économique et social du Burkina Faso. Voyons à présent l'actualité des forces de défense et de sécurité nigériennes. La campagne agricole se déroule normalement grâce à la sécurisation des champs de culture par les militaires. Le contenu du bulletin hebdomadaire d'information avec Jocelyne Amoussou. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, le bon déroulement de la campagne agricole est resté une priorité majeure pour les autorités du pays. Cette détermination s'est concrétisée à travers le déploiement d'unités dans le cadre de l'opération Lakalkanei, une mission spécifiquement dédiée à la sécurisation des activités agricoles. Le dimanche 22 septembre au soir, une patrouille mixte des FDS a intercepté des bandits armés et volé du bétail dans les secteurs de Tinwaché et Inazé. Grâce à cette intervention, 220 têtes de bétail ont été récupérées et sont en cours de restitution à leurs propriétaires légitimes. Le week-end dernier, des regroupements terroristes ont été repérés entre Banizumbu et les environs de Kokoloko grâce aux capacités de surveillance de l'armée de l'air nigérienne. Sur la rive gauche, dans le cadre de l'opération Almaho, la surveillance aérienne opérée par nos forces a permis de mener avec précision 2 frappes ciblées sur des positions ennemies au cours des dernières 48 heures dans la région nord de Abala. En début de semaine, suite à des renseignements fiables signalant la présence d'un trafiquant de drogue dans la localité de Kotaki, une unité en patrouille est intervenue sur place. Bien que le suspect ait réussi à prendre la fuite, il a abandonné sur les lieux sa motocyclette ainsi qu'une importante quantité de drogue, soit plus de 26 000 comprimés d'Axol, également connu sous le nom de Farung Malam. Par ailleurs, dans le village de Sako Sakarsani, situé à environ 60 km au nord-est de Dosso, les éléments de la brigade mixte numéro 1 ont récupéré du matériel de guerre grâce au concours de la population locale. Récemment, lors d'une incursion suivie d'un vol de bétail dans la localité de Karé, une unité de cette opération a poursuivi les assaillants armés. Grâce à une intervention rapide et efficace, 3 des bandits ont été capturés et tout le bétail volé a été récupéré. À l'est du Niger, dans la région de Difa, un vecteur aérien en mission de surveillance dans la zone de Bosso a détecté des mouvements suspects de terroristes à Malamfatori, au Nigeria, de l'autre côté de la rivière Komadougou-Yobe. Une attaque terroriste imminente a pu être efficacement déjouée. Une mission conjointe entre les forces armées nigériennes et tchadiennes a été lancée
pour sécuriser les secteurs stratégiques de Bilabrim, Ngudo, Boulam et Chelea. Cette mission a été menée avec succès. Dans une autre opération, une patrouille dans la zone d'Agadem a découvert un dépôt clandestin de carburant entre Agadi et Djibela, dans la région d'Agadez. À la fin du week-end dernier, une unité de l'opération Garkwa, en mission près du puits d'Inakal, a intercepté un véhicule transportant des marchandises illégales. La fuite du véhicule a permis la saisie de 21 briques de chanvre indien, des cordeaux détonants, du mercure et divers autres produits dangereux. Dans le cadre de l'opération Inchinkasa, les forces de défense et de sécurité ont procédé à plusieurs arrestations cette semaine dans la ville de Niamey et ses environs. Par ailleurs, une vaste opération de contrôle a été déployée à l'échelle nationale. Celle-ci se traduit par une intensification des contrôles d'identité accompagnée de fouilles de véhicules lorsque nécessaire, notamment au niveau des principales artères et des zones sensibles. Ces mesures visent à renforcer le maillage sécuritaire et à prévenir toute tentative d'infiltration de terroristes. Et c'est la fin de cette édition. Grand merci à l'équipe de réalisation et à vous aussi pour votre attention à mettre dans vos programmes de demain l'intervention du ministre d'État, colonel Abdoulaye Maïga, à la tribune des Nations Unies. Une intervention que vous pourrez suivre sur nos antennes et sur nos plateformes digitales. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses,